Jacques Bergier, si vous aviez été le rapporteur général du groupe 85, vers quel secteur auriez-vous mis l'accent? J'aurais insisté surtout sur l'électricité. L'âge de l'électricité ne fait que commencer. Jusqu'à présent, nous ne savions ni conserver l'électricité, ni la produire par des générateurs simples, légers et portatifs. Maintenant, la situation est changée. Depuis 1962, nous avions les nouvelles batteries au cadmium-nickel. Nous avons également les piles à combustible et les piles solaires, ce qui fait que nous pouvons produire l'électricité et la conserver comme nous voulons. Monsieur Bernard de la Palme, que pense le rapporteur général du groupe 1985 de la place de la technique et de la science dans la société de 1985? Je pense que cette place sera tout à fait considérable dans la société de 1985 et d'une façon générale dans le monde. Je crois que de ce point de vue, il est extrêmement important que la France tienne une place convenable dans ce développement scientifique et technique, et je pense qu'il faut prévoir dès à présent les moyens d'y parvenir. Cette importance de la science et de la technique sera probablement un des grands éléments, un des grands événements des 20 années à venir, et cela se sentira d'une part dans les faits pratiques, si vous voulez, et en particulier dans les modes de consommation et dans le mode de vie des gens, qui pourront utiliser les produits de ce développement scientifique et technique. Ils auront à leur disposition des matériaux qui seront beaucoup plus solides, qui seront beaucoup plus jolis. Je crois que ce sera un des gros avantages du développement scientifique de mettre à notre disposition pour des prix moindres des choses qui seront plus belles. Mais je pense que les gens auront à leur disposition également un mode de vie qui pourra être changé par ce développement scientifique et technique. Par exemple, le mode de pensée des gens pourra être changé, et ceci pourra provenir du fait qu'il y aura beaucoup plus de personnes, et beaucoup plus de Français, ou tout au moins on peut dire qu'il est souhaitable qu'il y en ait beaucoup plus, qui soient rompus aux disciplines scientifiques. Je crois que si actuellement il y a une personne sur 1000 par exemple, dont une partie de l'existence s'est passée dans des laboratoires, dans une vingtaine d'années, on peut espérer qu'il y en aura 10 sur 1000, c'est-à-dire 10 fois plus. Et je crois que cette culture scientifique sera très importante pour obtenir une mentalité qui permettra de bien assumer les changements considérables qui se présenteront de plus en plus dans la société de l'avenir. Je crois que cette sorte de mobilité intellectuelle, cette sorte de rigueur intellectuelle sont des qualités qui sont extrêmement nécessaires, que peut-être nous n'avons pas à un degré suffisant actuellement même par rapport à certains d'autres peuples, et je pense que cet attachement que nous devrons avoir aux disciplines scientifiques sera très important dans ce sens. Eh bien, réellement, ça me paraît trop sérieux, tellement sérieux que ça n'a probablement aucune espèce de rapport avec l'avenir. Ça ne vous paraît pas sérieux? De quelle manière? Ça me paraît trop sérieux. Ça me paraît un peu analogue aux travaux de certains sociologues qui essayaient en 1923 de prévoir l'an 1943. Et bien évidemment, leurs travaux ne contiennent pas du tout le fait qu'en juillet 1943, les Parisiens avaient droit à 125 grammes de rutabaga. L'avenir n'a pas été du tout ce qu'il prévoyait. De même, je pense que les travaux du groupe 85 sont un prolongement sensé, raisonnable, logique de l'année 1965 et que c'est pour ça qu'ils ne se réaliseront absolument pas. Je pense que l'avenir de 1985 sera absolument différent de ce qu'ils imaginent. Mais pensez-vous que la démarche prospective soit en cause? Je pense que c'est la démarche prospective qui est en cause parce qu'elle n'est pas assez folle. À un moment donné, on présentait un des grands physiciens nucléaires, le maître de l'atome Niels Bohr, une nouvelle théorie physique, et il disait « ça ne collera certainement pas parce que c'est une théorie qui n'est pas assez folle ». Eh bien, je pense que les travaux du groupe 1985 ne sont pas assez fous, qu'ils ne tiennent pas du tout de ce qu'apportera l'exploration de l'espace, qui ne tiennent absolument aucun compte de ce qu'apportera l'exploration de l'espace intérieur, de la psychologie de profondeur, de parapsychologie, de recherches sur la psychochimie. Et vous pensez d'une manière générale que cet avenir
qui est en quelque sorte présupposé par ces gens qui ont réfléchi pendant plus d'un an au commissariat général du plan, cet avenir est trop raisonnable. Je pense que c'est un avenir beaucoup trop raisonnable. Je pense que c'est les gens, je pense que pour citer un autre exemple, c'est les gens d'avenir qu'on pouvait extrapoler si on avait étudié vers 1900 la progression de la vente des fouets à cheval et des fiacres. Alors on aurait conclu qu'étant donné l'expansion démographique, étant donné l'expansion économique, eh bien dans 20 ans, la vente des fiacres et la vente des fouets à cheval auraient augmenté dans une proportion de 48,86%. Jacques Bergier a raison. À se projeter dans l'avenir, on court en effet quelques risques. Le risque d'extrapoler à tort et à travers, par exemple. Mais il faut se projeter dans l'avenir. Si la France veut n'être pas noyée dans le marché commun, si elle veut que son économie ne soit pas colonisée de façon presque invisible par celle des États-Unis, si elle veut que ses habitants n'aient pas seulement dans 20 ans un niveau de vie plus confortable, mais aussi un mode de vie qui ne soit pas inhumain, elle doit se projeter dans l'avenir. Mais elle doit le faire en se souciant d'un problème, celui des fins qui doivent être assignées au progrès. Oui, dans ce livre, on a l'impression, qui est peut-être superficielle, de penser que l'homme est défini par 3 termes. La production, la consommation et les loisirs. Je trouve que c'est insuffisant, selon le vocabulaire que l'on emploie, pour définir l'esprit ou l'âme de l'homme, et qu'il manque quelque chose. Je pense d'ailleurs à ce mot loisir, qui est aussi, par certains côtés, un peu inquiétant. Dans un passage de ce livre, où on s'inquiète beaucoup des loisirs de l'homme, et d'un phénomène dont je parlerai, qui est le phénomène de la nature, on nous propose de créer ou de localiser de grands déserts, et j'imagine en effet, le 19 décembre ou le 20 avril, les hommes se précipitant par millions dans les déserts pour affronter la nature ou pour la regarder. Ce n'est pas exactement ce que nous souhaitons. Et cela nous amène à demander des choses plus positives. Je crois qu'il faut d'abord demander et exiger que l'homme ne perde pas le contact avec la nature. Et quand je parle du contact, je ne parle pas du contact collectif. Je parle du contact individuel. La nature est une des sources très grandes de l'enseignement et du développement de l'homme individuel. Et quand il aura perdu son contact avec la nature, il aura perdu une grande part de lui-même. Il y a une autre chose que l'on devrait s'efforcer d'examiner, aussi un peu à titre individuel, c'est que l'homme ne perde pas ses mains. Et là, la main n'est pas une chose collective, c'est vraiment une chose individuelle. C'est une des formes les plus grandes des découvertes, des enseignements et des joies de l'homme. Là d'ailleurs, on a parlé souvent du travail sans distinguer 2 choses qui sont capitales. Le travail productif, nécessaire, qui est évoqué d'ailleurs d'une manière un peu poétique dans ce livre, gagner sa vie pour la perdre. Et on ne parle pas beaucoup du travail pour le développement propre de l'homme. Et ce travail pour le développement propre de l'homme se trouve dans sa main. On constate par exemple un phénomène de notre monde moderne qui s'accélérera, c'est la disparition de l'artisanat. Eh bien, l'homme doit pouvoir être par l'enseignement son propre artisan et faire face à des problèmes que l'industrie et ses formes nouvelles n'abordent pas. Vous savez très bien que maintenant, il est presque impossible de trouver quelqu'un pour changer un bouton d'électricité, un bouton de porte, réparer, faire une petite réparation de moteur sur le champ. Et il faut donc que la culture de l'homme le conduise à être son propre artisan et qu'il ait ce contact avec un travail qui n'est pas proprement productif, mais qui est une forme extraordinaire aussi de loisir. Alors, les loisirs télécommandés, les loisirs très organisés, nous avons vu des pays qui en ont fait l'expérience, et l'homme en est vite lassé. Donc, garder la nature à titre individuel, garder les mains à titre individuel,
Et puis j'irais même peut-être un peu plus loin, garder les pieds. Je ne sais pas, peut-être que nous aurons un jour, comme l'ont pensé certains savants de mes amis, des hommes qui, pour aller dans la Lune ou dans Vénus, s'obligeront à ne plus avoir de pieds et à ne plus voir de mains. Mais je crois que ce n'est pas pour 1985 encore, heureusement. Et alors ces pieds, c'est une chose qui est une des... Gérard et Rémi, que pensez-vous de ces livres que vous êtes en train de regarder? Eh bien, à mon avis, c'est la solution de l'avenir, c'est très réel, c'est très vivant, les cours seraient très vivants avec des illustrés de photos, pareil. Bon, alors vous pensez que pour l'avenir, ce serait très bien? Oh oui, oui, à mon avis, ça serait très bien. Bon, alors Rémi, dis-nous comment on peut utiliser les photos de ce livre. Montre-nous comment on peut faire. Ah oui, je vais... Alors ça, c'est une idole de marbre trouvée à Paros, aujourd'hui au musée du Louvre. Ça, c'est le palais des princes de Glocos, qui s'élève sur une colline située sur la rive gauche du Kératos. Alors à chaque vue, vous avez l'explication de... Sur le livre, oui. Très intéressant, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'on peut faire de très beaux voyages en restant chez soi. Oui, certainement. Cette statue est une figurine de faïence, haute de 295 cm, qui a été trouvée dans le sanctuaire central du palais de Knossos. Et vous, Gérard, qu'est-ce que vous avez là, le livre? Là, j'ai des fusées, l'explication des fusées. Ben, vous pouvez nous en montrer quelques-unes? Oui. Oui. Ceci, c'est une fusée mise à feu. Elle s'appelle Atlas, porteuse d'une capsule Mercury, où a pris place un astronaute, Gordon Cooper. C'est une planète qui s'appelle la Terre. Notre planète, la Terre, telle qu'on la voit du haut d'un satellite artificiel. Vous avez plus de relief alors en regardant ces images en couleur et... Oui, on comprend mieux d'ailleurs, ce sont de très très jolies photos. C'est l'épreuve du tapis rouge, il ne s'agit pas d'une phase particulière, délicate de l'entraînement des cosmonautes, mais au contraire d'une des exigences de la gloire. Ah oui, ceci que vous voyez là, c'est une station de surveillance de la fusée. Vous voyez que le cosmonaute, quand il est dans l'espace, est loin d'être seul. Alors vous pensez que ce moyen d'expression facilitera vos cours et que vous aurez plus de facilité et que ce sera moins fastidieux pour apprendre vos leçons? Ah bien sûr. J'ai l'impression que ça nous marquerait plus, oui. Ça serait des cours plus vivants, nous serions plus frappés de ce moyen d'éducation. Et si nous pouvions voir quelques paysages de Grèce aussi, montrer. Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. La manière dont on peut s'en servir est au fond de mettre à la disposition des individus la possibilité de choisir eux-mêmes les images et les sons qu'ils désirent recevoir, non seulement pour leur distraction, non seulement pour leur éducation, mais encore pour tous les actes pratiques de la vie. C'est déjà un fait, la télévision peut apporter l'enseignement programmé à domicile. Demain, elle offrira sur un écran de taille illimitée des programmes choisis à la carte. Même seul chez soi, on pourra préférer les jeux de société aux jeux de patience, en prenant comme partenaire soit un ami lointain, soit un ordinateur. La télévision sera le super catalogue des ventes par correspondance. Mieux encore, le simple geste d'un doigt sur un bouton
fera connaître le choix de la cliente et tiendra lieu de commande. Journaux, lettres, télégrammes, contraventions apparaîtront ainsi sans retard. Les textes pourront à volonté être reproduits sur papier pour être consultés et conservés. En fait, on peut se demander si le mot télévision est bien celui qui correspond à cette circulation extraordinaire, nouvelle, libre, des images et des sons que l'on peut envisager pour l'avenir. Télévision, pour nous, est associée à une idée d'abord de radiodiffusion, transmission par onde. Télévision aussi implique une certaine passivité. Tout ce que vous voyez, au contraire, arriver par le canal de ce câble, implique une participation active de chacun. Au fond, on ne trouve pas de mots. Audiovisuel, matériel audiovisuel ne marche pas. J'attends que des professionnels de la langue trouvent un mot. Mais à mon avis, c'est ce mot nouveau qui définira très bien les possibilités extraordinaires de circulation des images et des sons. Vous ne la connaissez pas? Elle est pourtant en circulation depuis 1942. C'est l'œuf électrique de Paul Arzins. Paul Arzins, le père des locomotrices BB et CC de la SNCF. Pour les villes, certainement que l'attraction électrique doit son avantage à sa propreté, à son côté pratique, puisque tous les éléments, tous les instruments ménagers sont aujourd'hui électriques. Une voiture peut être considérée comme également un instrument ménager. Si cette voiture électrique est, comme on peut le supposer, une voiture de petit gabarit, car je crois que l'on n'a pas envisagé de faire d'énormes véhicules, et elle aura un autre avantage, c'est d'amener dans la circulation des petits véhicules d'un gabarit plus facile à garer, à ranger, et que bien entendu, comme l'espace à Paris est hélas, très limité, comme nous comptons qu'il y a à peu près 240 000 places tout le long de la voirie parisienne, il est certain que si vous amenez une voiture qui fait la moitié de l'espace normal des voitures actuelles, on pourra en ranger 2 fois plus. Moi, je trouve que ce serait formidable, tout simplement. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça serait bon pour le métier. La voiture électrique, il faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. Les débuts de la voiture électrique coïncident avec ceux de l'histoire automobile. La première fut la Janto en 1894. Il y eut aussi des modèles spéciaux comme celui du grand-duc Nicolas, puis des véhicules utilitaires, des auto-écoles, celles des chauffeurs de taxi parisiens entre autres, et bien entendu il arrivait parfois des accidents. Mais de toutes ces voitures, la plus luxueuse fut sans doute la Krieger, Rolls-Royce des automobiles électriques et première traction avant de l'histoire de l'automobile. La compétition à son tour s'empara de l'électricité, avec Janto encore. Il y a eu une bataille infernale à la fin du 19e siècle pour le record du monde de vitesse. Ils se battaient régulièrement, ils se sont battus, je crois, leur record 4 fois en quelques mois. Finalement, Genadzi a triomphé. En effet, à Haché, en 1899, le coureur belge Camille Genadzi, au volant de la Jamais Contente, s'adjugeait le record du monde de vitesse avec 105 km/h. Ça a duré jusqu'à quand? Ça a duré jusqu'à 1904-1905. Et pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté? Il y avait plusieurs raisons, mais je crois que la principale, il faut faire appel à Freud. C'était pas viril. Le possesseur d'une voiture en 1900
c'est le même que celui qu'aujourd'hui une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini. Alors une voiture, c'était viril, c'était pour se déplacer, c'était pour plaire. Une voiture électrique, c'était silencieux, c'était tranquille. Alors qu'une voiture à essence, ça faisait du bruit, ça sentait mauvais. Et puis le mâle mettait en route à la manivelle. Alors voilà, je crois que c'est ça la vérité. En 1940, la guerre, les restrictions. Plus d'essence. Les voitures électriques réapparaissent. Krieger équipe des châssis licornes. Peugeot sort la voiture légère de ville. L'ingénieur Grégoire, lui, construit des véhicules de record. J'ai donc fait cette voiture de record qui est au musée du Mans. 450 kg de poids de voiture à vide, ce qui est faible. Et tenez-vous bien, 750 kg d'accumulateur là-dessus. La performance officielle a été la suivante. Je suis parti un matin de Paris avec M. Delpérou, contrôleur de l'Automobile Club de France. Et j'ai été plus loin que Tours d'une seule traite. J'ai fait 250 km contrôlés officiellement à 43 de moyenne. Ce qui n'avait jamais été fait et ce qui n'a toujours jamais été égalé. Sans charger les accus. Sans charger les accus, bien entendu. Après la guerre, la traction électrique est abandonnée sauf en Grande-Bretagne, où il roule actuellement 55 000 véhicules électriques, principalement utilisés pour le service domestique. Une fois le courrier distribué, le pain et le lait livrés à domicile, les véhicules reviennent à leur tour s'abreuver de courant. Ils sont ainsi des centaines à assurer leur service quotidien dans les grandes villes britanniques, où ils constituent des éléments indispensables au confort et à la commodité de la vie ménagère. Cette même commodité, l'usager anglais l'attend des différents prototypes qui lui sont actuellement proposés. Mention particulière pour la Ford Commuta dont le nom signifie navette. C'est presque la voiture urbaine idéale. Longueur, 2,20 m. Capacité, 2 adultes et 2 enfants. Vitesse moyenne, 60 km/h. Rayon d'action, 100 km. Aujourd'hui en France, la traction électrique se limite pratiquement à ces autocars à double commande que l'on peut emprunter sur les aéroports de Marignane ou d'Orly. Mais les grands constructeurs s'intéressent au problème. Renault s'intéresse depuis longtemps aux véhicules électriques, mais plus particulièrement depuis 3 ou 4 ans, sont apparues des piles à combustible fonctionnant à basse température et susceptibles d'être montées à bord de véhicules. Notre accord avec le groupement comprenant la CSF, l'IFP et le Carbone Lorraine a pour objet l'étude d'une telle pile d'une puissance de 24 kW. Dans l'immédiat, comme il s'agit de mettre au point des techniques nouvelles, nous allons réaliser un véhicule estafette qui nous permettra, lorsque nous maîtriserons les techniques, de pouvoir monter soit à des puissances plus élevées, éventuellement pour des véhicules du type grand routier, ou bien au contraire de redescendre à des véhicules plus petits, type urbain. La voiture électrique, surtout avec la formule de la pile à combustible, nous intéresse. Nous croyons que c'est une des formules possibles de l'avenir.
Dans la mesure où nous croyons que c'est une formule possible de l'avenir, notre service de recherche, le bureau d'études, y travaille. Dans la mesure où le bureau d'études y travaille, je ne peux pas vous en parler. Les automobiles Peugeot et Alstom ont signé un contrat en 1967 pour l'étude de la réalisation de piles à combustible. Ce contrat vise essentiellement les piles à combustible qui pourraient faire l'objet d'une adaptation sur des véhicules à propulsion électrique. Les piles à combustible, elles sont étudiées dans ce laboratoire où pour la première fois pénètrent des caméras de télévision. Les éléments ultra-légers qui les constituent sont destinés à remplacer les accus traditionnels dont le poids et l'encombrement ont entravé jusqu'ici le développement des voitures électriques. Une pile à combustible est un dispositif nouveau et on peut dire révolutionnaire. Il permet de transformer directement l'énergie chimique d'un combustible en énergie électrique. Une pile, vous voyez, est alimentée continuellement par un réservoir de combustible. Elle fonctionne tant qu'il y a du combustible dans le réservoir. Pour la propulsion d'automobiles, nous pensons que le combustible intéressant est le méthanol, qui au fond n'est autre que l'alcool à brûler. Les avantages de la pile à combustible? Les avantages de la combustible sont très nombreux. Tout d'abord, on peut remarquer que c'est un dispositif statique, c'est-à-dire il ne bouge pas. Il n'y a pas de partie qui vibre, qui tourne. Par conséquent, il ne provoque pas de bruit. Nos piles, qui sont dues aux conceptions originales de M. Warshawski, sont extrêmement légères et compactes. Nous sommes de très loin en avance par rapport aux autres constructeurs sur le plan mondial. Vous voyez une telle pile, elle fait plusieurs kilowatts, elle pèse quelques kilos à peine, c'est donc extrêmement léger et très compact. Si vous la comparez par rapport à une même puissance, à un accumulateur, un tel accumulateur pèsera à peu près 200 kilos. On ne peut même pas le soulever. Vous voyez, la différence est énorme. C'est un des grands avantages de nos piles. Quel serait le volume d'une pile pour une 6 chevaux actuelle? Eh bien, pour une 6 chevaux actuelle, c'est-à-dire 6 chevaux fiscaux, autrement dit une trentaine de chevaux réels, nous comptons qu'il faudrait une pile qui pèserait environ 40 à 50 kilos. Elle est par conséquent très compétitive par rapport au poids, à l'encombrement des moteurs à explosion. Est-ce que vous pensez que cette propulsion par pile à combustible se fera assez rapidement? Je pense qu'elle peut se faire rapidement, puisque comme vous le savez, des véhicules expérimentaux à pile à combustible existent déjà un peu partout dans le monde. Mais je pense également qu'il faut distinguer véhicules expérimentaux et véhicules mis à la disposition du public. Pour ce qui est des véhicules mis à la disposition du public, je ne pense pas que des véhicules à pile à combustible seront vraiment vendus avant 1975. Pour l'heure, chacun de nous connaît ces longues files de voitures, trop grandes, trop vides, inappropriées au trafic urbain. C'est l'univers concentrationnaire de l'automobiliste où s'échangent insultes et coups, où parfois l'énervement conduit jusqu'au meurtre. Pourtant, sans trop rêver, on peut espérer que demain la voiture électrique apportera un remède à tout cela. Fabriquée à une grande échelle, elle pourrait être la seconde voiture idéale, une voiture dont il ne serait pas nécessaire d'être propriétaire. Dans des stations-service spécialisées, l'échange de véhicules se ferait instantanément sur simple présentation d'une carte d'abonnement. Véhicule urbain dans un proche avenir, rien n'empêche de penser que la voiture électrique pourra devenir une grande routière. Les Français ont une vision à la fois optimiste et raisonnable de l'an 2000. D'une manière générale, ils pensent que le pouvoir de la science et de la technique seront considérables. Les plus grands progrès souhaités sont dans l'ordre
la guérison du cancer, la disparition de la guerre, la disparition du chômage. Possible ou impossible en l'an 2000, voici quels sont certains espoirs ou certaines craintes de l'homme de la rue. Dans le domaine de la santé, 84% des gens interrogés pensent que le cancer pourra être guéri en l'an 2000, mais 78% pensent qu'il y aura davantage de malades mentaux. Au chapitre des voyages, 68% des Français estiment qu'il sera possible d'effectuer en l'an 2000 le voyage Paris-New York en 1 heure. 67% pensent qu'il y aura en France 10 000 km d'autoroute, 64% pensent que les douanes et les passeports seront supprimés. Mais 29% seulement pensent que l'on pourra aller régulièrement dans la Lune. Dans le domaine du logement, 75% des gens interrogés pensent que les grandes villes seront couvertes de gratte-ciel, mais 61% estiment que la majorité des habitants des villes aura une maison de campagne. La pluie à volonté, l'utilisation courante d'eau de mer dessalée sont également indiquées comme étant possibles en l'an 2000. Parmi les professions qui seront en accroissement d'après les Français, il y aura surtout les professeurs, les médecins, mais aussi les policiers et les fonctionnaires. Enfin, dernier exemple de ce sondage très complet, à la question « Pensez-vous que l'Europe ne formera plus qu'un seul pays en l'an 2000 ?» les Français se partagent par moitié, mais ils sont plus optimistes à ce sujet que la plupart des étrangers.